Bonjour à tous et bienvenue. Voici notre sommaire. Riche en fibres et en vitamines, le kiwi est l'aliment star de la rédaction d'On se dit tout pour cette semaine. Coco Chanel a dit « Une femme doit être élégante et fabuleuse ». Alors souvent, on vous parle de performance professionnelle. Comment y arriver? Eh bien aujourd'hui, c'est d'élégance féminine au bureau que nous allons discuter. Ensuite, comme tous les samedis, une femme, un modèle, une histoire à vous raconter. Aujourd'hui, c'est une jeune femme élégante qui a troqué la finance pour les réseaux sociaux. Doja Belkhiyat, mesdames et messieurs, est avec nous. Et pour finir, les personnalités, les visages connus s'investissent de plus en plus pour sensibiliser sur des problématiques de santé, parfois qui les concernent même directement. Gisèle Bündchen, le mannequin international, s'est confiée récemment sur ces crises de panique. Alors justement, qu'est-ce que c'est? Au juste, on en parle également ce matin dans On se dit tout. Bienvenue à toutes et à tous. Je retrouve tout de suite mes invités. À tout de suite. Eh bien, merci beaucoup d'avoir choisi Médiane TV et d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. J'accueille pour vous mes invités. Myriam Filali Mknassi, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Un samedi matin. Myriam Filali, vous êtes conseillère en images. Et avec vous aujourd'hui, femme, comment avoir du style dans le monde professionnel et atteindre le ciel, justement. Exact, exact. On va faire un jeu de mots. Doja Belkhiyat, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. On vous suit énormément sur les réseaux sociaux. Vous êtes très dynamique. Vous êtes influenceuse et entrepreneur. Exactement. Et vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. J'en suis honorée. Merci beaucoup d'être là. Et à vos côtés, docteur Youssef Mouhi, c'est pas très glamour votre sujet, mais il faut en parler, les crises de panique. Oui. Vous le dites, c'est les causes principale de consultation, oui. Mais voilà. C'est très fréquent, mais malheureusement les gens sont déroutés, ils partent à droite et à gauche avant d'atterrir dans un cabinet de psychiatre, de psychologue. Ça vous fait pas paniquer d'être avec des femmes qui vont parler de style, de mode? Non, c'est pas grave. On se dit tout, donc on se dit tout. Bah oui. Absolument, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là, c'est un plaisir de vous recevoir. Le samedi matin, on commence par l'aliment de la semaine. Je l'ai annoncé il y a quelques instants. La rédaction d'On se dit tout a choisi pour vous aujourd'hui un peu plus d'informations sur le kiwi. Le kiwi pousse sur une plante grimpante appelée Actinidia. Bien qu'il soit d'origine chinoise, le nom du kiwi nous vient de Nouvelle-Zélande où le pelage velu de ce petit fruit rappelait étonnamment celui de l'oiseau emblématique de l'archipel. Petit mais costaud, le kiwi renferme des bienfaits insoupçonnés. Composé à plus de 80% d'eau, il est extrêmement faible en calories et avec moins de 50 calories par 100 grammes, il est en fait notre meilleur allié minceur. Mais saviez-vous que dans le kiwi, tout est bon? Sa peau, parfaitement comestible, constitue une excellente source de fibres et de minéraux comme le potassium, le calcium, le cuivre ou le fer, mais aussi de vitamines K et B9. La chair parfumée et juteuse du kiwi est riche en vitamine E, présente dans les petites graines noires, mais surtout en vitamine C. Eh bien oui, il n'y en a pas que dans les agrumes. Les citrons et les oranges, par exemple, contiennent à peu près 43 mg de vitamine C pour chaque 100 g, tandis que le kiwi en contient 3 fois plus avec une teneur équivalente à 120 mg par 100 g. Et qui dit vitamine C dit système immunitaire renforcé, nervosité et anxiété réduite. Il est donc aussi notre meilleur allié énergie. Mais ce n'est pas tout. Le kiwi est aussi un antioxydant surpuissant grâce à la combinaison des vitamines C et E. Il permet donc de prévenir l'apparition des rides en neutralisant les méchants radicaux responsables du vieillissement prématuré. Alors n'hésitons pas à consommer ce fruit hors norme au quotidien, puisque vous l'aurez compris, le kiwi, c'est notre nouvel ami. Un nouvel ami, justement, et vous le connaissez bien, Doja Belkhiyat, parce que pendant la diffusion de la capsule, vous nous disiez que la peau était comestible. Voilà, juste avant que l'information n'arrive, oui. Et vous nous disiez également pour les femmes qui allaitent. Exactement, en fait, il suffit juste de retirer les petites épines qui sont sur la surface, de bien le nettoyer et de le découper en morceaux et de le déguster. Vous avez déjà essayé? Oui, c'est vrai? Très bon. Pendant l'allaitement aussi? Exactement, ça renforce un peu les... l'allaitement. L'allaitement, incroyable. Justement, docteur Youssef, le kiwi, est-ce que c'est bon? Enfin, on l'a entendu, c'est bon aussi pour l'immunité. Oui. Et quand l'immunité est au plus haut, le moral aussi souvent suit. Généralement, quand vous êtes stressé,
votre système immunitaire diminue. Et donc, vous êtes plus susceptible de faire des maladies. Et c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. Il y a l'impact psychique sur le biologique et inversement. Et donc, quand on a un système immunitaire renforcé, on renforce aussi son système psychique. Peut-être que, généralement, moi, personnellement, je conseille aux patients qui sont ils ont des troubles de sommeil, de ne pas prendre des excitants le soir. C'est-à-dire le kiwi, je pense que c'est au matin qu'il faut le prendre. Voilà. Oui, mais souvent, lorsqu'on pense excitant, on pense thé et café, on ne pense pas kiwi. Et jus d'orange aussi, oui, limonade aussi, il ne faut pas oublier ça. Donc un psy donne aussi des conseils en alimentation. Oui, en hygiéno-diététique, c'est aussi Vous en avez appris des choses avec nous ce matin. Alors, Mariam Filali Mknassi, avec vous justement du style au travail. Oui. Souvent dans cette rubrique, on parle de développement, enfin on parle toujours de développement professionnel, comment être plus performant au travail, comment se sentir bien, mais ça passe aussi par un dress code. Exact. Et aujourd'hui, on va parler pour les femmes, une autre fois. Promis Mission consacrera un rendez-vous pour le style des hommes au boulot. Exact. Et au boulot, c'est cette rubrique. Et tout de suite. Alors, du style au boulot, il en faut peut-être. On va poser la question justement à différentes femmes dans la rue et on revient en studio. À tout de suite. Super. Pour une entreprise, quoi que ce soit l'entreprise, la femme doit être bien sûr bien habillée, bien présentée, mais la tenue, ça doit être un peu respecté, quoi. Pour l'entreprise, c'est tailleur. C'est préférable tailleur, mais quand même, ça doit être respecté. À Casablanca, un pantalon et une chemise. Après, ça dépend dans le secteur dans lequel vous travaillez, mais l'idéal, c'est pantalon et chemise. Alors, en fait, je pense qu'il n'existe pas un style type. Ça dépend de l'entourage là où il travaille. Il faut respecter le règlement intérieur de la société. Peut-être en tailleur, ça va être plus classe et plus chic. La tenue idéale pour la femme, c'est qu'elle doit être coquette, bien habillée, propre. Tout simplement, c'est pas djellaba, même djellaba, il doit être coquette avec la djellaba. Même avec la coquette, absolument, coquette toujours. Alors, vous êtes d'accord, Mariam Filali Mknassi? Tout à fait d'accord. Et beaucoup parlé de tailleur, est-ce que c'est l'uniforme du travail? Alors, évidemment, il y a un code vestimentaire, une étiquette pour porter le vêtement. Je conseille effectivement le tailleur, soit veste, soit pantalon, soit veste, soit jupe, avec accompagnement d'un chemisier. Mais il faut être coquette. Coquette, c'est pas parce qu'on va travailler qu'il faut être en uniforme. Moi, je dis d'abord, il faut avoir un espace dans son armoire de vêtements professionnels. Il faut différencier ce qu'on va porter entre amis ou en sortie et ce qu'on va porter dans le monde professionnel. Donc d'abord, faites faire cette distinction parce que c'est pas pour tout le monde. Oui. On ne porte pas la même chose en semaine qu'en week-end. Tout à fait. Tout à fait. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve à acheter des choses pour le boulot et à être un peu formel aussi, même le week-end, lorsqu'on est vraiment dans le cadre oui, alors c'est pour tailleur, ça qu'il faut vraiment faire une liste de ce qu'on va porter dans la semaine, avec évidemment tout ce qui est networking, tout ce qui est after work, etc. Et puis après, là, le week-end, on pourra porter des choses du style casual, le jean, t-shirt, ça finit par absorber la personne, j'ai l'impression. Lorsqu'une femme adopte le style tailleur strict, ça finit par la bouffer en quelque sorte. Ça prend le dessus. C'est pour ça que j'accompagne des fois des femmes qui sont donc à la retraite. Donc après, elles ne savent plus comment s'habiller des fois. Elles ont pris l'habitude de porter des jupes et des vestes et elles se retrouvent avec que de ça. Ou des pantalons. Il y a des gens qui ont gardé la cravate après la retraite. Voilà. Et elles ont du mal à... Et puis donc, il va falloir les envoyer chez le docteur pour cas de panique. Voilà. Je ne pensais pas que le style pouvait faire autant de souffrance. Oui, tout à fait. Des fois, quand quelqu'un travaille dans le business ou dans une entreprise et puis devient coach ou devient influenceuse, je ne sais pas, elle nous parlera. Peut-être que ça aussi, ça influence la personne et elle a des difficultés après à changer complètement de garde-robe. C'est ça. L'idée, c'est aujourd'hui d'accompagner ces femmes à être, on va dire, bien de porter ce qu'il faut au boulot, mais de garder quand même une identité, de garder une touche personnelle. C'est une personnalité. Absolument. On s'habille selon sa personnalité. Il y a ce qu'on appelle les fonds de placard. Tout à fait. C'est ça. La chemise blanche. Chemise blanche ou rose. Rose, oui. Ivoire. Parce que ça porte de la fraîcheur. Blanche, c'est classique, de toute façon, c'est basique et il faut qu'on en ait dans l'armoire. Et puis après, les tailleurs, il faut au moins... Pour les chemises, pardon,
forcément col chemise ou ça... Col chemise ou non, sans col, pas obligatoirement. On a sans col ou chemise, mais un chemisier, c'est joli. Ça se porte mieux qu'un t-shirt. Ça se porte mieux qu'un t-shirt. Oui. Et puis, il faut voir le tissu, il ne faut pas qu'il soit froissable pour éviter, parce que des fois, vous savez, la femme, c'est le matin jusqu'au soir, elle ne rentre que le soir et il faut que le tissu, et c'est important aussi, il faut que ça reste bien propre. Mais dès qu'on met une chemise avec une veste tailleur, ça fait directement strict. Ça fait strict. Douja porte un très joli débardeur avec une veste. Est-ce que ça peut passer aussi pour... c'est professionnel, c'est très joli, c'est élégant. C'est élégant, c'est très joli, sauf que dans le code vestimentaire, la dentelle n'est pas conseillée. En 2018, non Si, évidemment. Les codes n'avancent pas, ne changent pas. Écoutez, c'est question de personnalité. Moi, ce que je conseille, je donne des conseils. Évidemment, chacun son poste, chacun son travail. Il y a aussi par exemple, les personnes là, on avait de juste soutien. avant une image pantalon, chemise. Voilà. Ça, c'est très classique. Ça, c'est vraiment professionnel. Ça peut être aussi pour le personnel de soutien. Ça peut être le personnel de l'accueil dans une entreprise. Ça, c'est formel. C'est formel. C'est même un code, des fois, exigé dans des institutions et dans entreprises. Est-ce qu'on peut rendre cette tenue un peu plus... Oui. Elle est jolie, elle est uniforme. C'est un uniforme, exactement. Mais on va dire c'est propre sur soi. Est-ce qu'on peut rendre cette tenue un peu plus pop? Est-ce qu'on peut lui rajouter du peps? Oui, on pourra éventuellement lui changer la chemise, parce que vraiment, cette chemise, elle est très classique. Et puis le col, je trouve trop grand. Et moi, je mettrais plus un petit chemisier, col sans col, avec un petit détail, par exemple, ou des boucles. Là, elle entre pas en accessoire, par exemple, on peut leur ajouter un accessoire. Le tailleur, il est rayé. C'est un classique. Est-ce que les accessoires type sac à main, petit foulard, ce genre de chaussures, est-ce qu'on peut un petit peu sortir du cadre vraiment business à travers ce qui va accompagner la tenue? Alors, les accessoires, c'est aussi, il y a un code à suivre. Tout dépend de ce que vous voulez donner comme message, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message. Ça dépend, tout à fait. C'est personnel, c'est une personnalité. Moi, je suis dans le classique, je suis aussi dans l'élégance, je suis aussi dans tout ce qui est distinct. C'est-à-dire, on va devoir se distinguer par rapport aux autres. Ce que je dis, c'est que l'image, elle doit être soignée. C'est ça le plus important. La dame tout à l'heure disait qu'il faut être coquette. Coquette, soignée, et en tout cas qu'on prenne soin de nous. Ça veut dire que, pas à la dernière minute, qu'on ouvre l'armoire et puis on va porter un pantalon toujours noir, t-shirt ou chemise blanche et veste. Non, il y a plusieurs vêtements. Bon, là, c'est un classique, par exemple. Les vestes, il y a des vestes droites, et il y a aussi des vestes courtes. Donc, tout dépend aussi de la silhouette de la personne. On est tout à fait différentes. Tout dépend ce qu'elle veut mettre en valeur. Des fois, elle veut mettre en valeur son bustier ou ses jambes. Donc, ça, on joue sur ça. Les boutons aussi, ça compte. Ce sont des accessoires. Alors, Marim, on va sur la jupe aussi. C'est important, la longueur de la jupe? C'est un détail qui a à prendre en considération? La longueur, il y a une longueur, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser 2,5 cm en dessous du genou. On mesure ça avec quoi? C'est 1 pouce. 1 pouce normalement ou 1 pouce au-dessus. On a tous le pouce, un pouce universel? C'est 1 pouce au-dessus du genou ou au-dessous, et pas plus. Alors, il y a les jupes qui viennent jusqu'au mollet. Ça, c'est plus pour les femmes, pour les personnels de soutien, et pas éventuellement pour les jupes midi, ça passe ou pas? Les jupes midi, si, c'est très joli. Moi, je dis aussi qu'il faut, comme l'a dit, elle est là pour nous donner un peu plus de punch pour tout ça, mais je dis qu'il faut peut-être avoir une taille haute, avec des fois des petites bretelles, c'est très joli, sous la veste. Donc ça, finalement, l'histoire du pouce, elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue, mais pour avoir... Moi, je dis ça aussi pour un code vestimentaire dans une institution ou pour une femme. C'est strict. L'environnement, je pense. L'environnement, c'est l'image qu'elle veut donner. Si vraiment elle veut être dans le code vestimentaire, c'est 1 pouce en dessous du genou ou au-dessus. Donc, pas plus, ni moins, ni plus. Les couleurs, c'est souvent du sombre? C'est des couleurs qu'on est dans la femme. Là, on a fait dans strict à l'excès. Voilà, businesswoman. Donc, ça dépend. Ça sera des couleurs sombres, des couleurs plutôt bleues, noires, marron, gris. Pour le tailleur, après, elle peut jouer sur les couleurs des chemisiers, un peu plus clair, et surtout les accessoires. Elle peut porter des petits foulards, les bijoux. Alors, pas trop les bijoux, ça doit être sobre.
si elle porte un collier assez gros, donc elle évitera de porter ça. Et puis, je dirais aussi pour la veste, il y a un code, donc on doit être à la naissance du pouce aussi. Donc, toi, pas trop là, voilà, c'est la naissance. Alors, du docteur pouce. Mouhi, est-ce que vous vous posez en tant qu'homme ce genre de questions? Est-ce que vous avez ce genre de problématique de style? Pour ce que je porte. C'est ça, au boulot. Parce que bon, on parle d'entreprise, mais ça peut être la même chose aussi pour pour les professions libérales, on a certains codes vestimentaires, mais qui n'est pas tenu par tout le monde. Mais même en entreprise, c'est pas tenu par tout le monde. Moi, c'est avéré que récemment, je ne porte que des jeans, donc peut-être dans mon bureau, mes patients ne voient pas le jean, mais c'est ce que je porte généralement, c'est jean, chemise, jean, chemise, jean, chemise. La blouse par-dessus. Généralement, les psychiatres et les psychologues ne portent pas de blouse, et je connais il m'est arrivé, parce que l'anecdote est importante, que j'étais directeur d'un hôpital pendant 11 ans. Et au bout d'une année, il y a un monsieur qui est venu me voir et me dit « Docteur Mouhi, vous êtes le premier directeur qui ne porte pas de chemise-cravate, parce que tous mes prédécesseurs portaient des chemises-cravates. J'étais le seul. Et le moment où je venais en costume-cravate, ce monsieur me disait, est-ce qu'il y a une personnalité qui va venir à l'hôpital? Est-ce qu'il y a une visite officielle? Voilà. Bon, on a des questions de téléspectateurs, on y va. La psychologie de l'image. On y va absolument, psychologie de l'image, et on reviendra également sur ce sujet. En tout cas, nous avons une première question qui dit, pourquoi les femmes qui travaillent en jean ne choquent personne? Ça choque personne, une femme qui travaille en jean? Les femmes, pourquoi elles vont choquer? Elles sont libres de porter ce qu'elles veulent. Moi, je dis, chacun est libre de porter ce qu'il souhaite, sauf que c'est une image qu'il transmet. Maintenant, quelle image il voudrait que ce message, quel est ce message qu'il voudrait transmettre? Ça, c'est personnel. Mais de là parler de choquer, non, on n'est pas à ce niveau-là non Maintenant, moi, je ne conseillerais pas de porter un jean. Peut-être le vendredi ou c'est mais ça dépend des professions, justement. Ça dépend des professions, ça dépend de l'institution là où on est, ça dépend du poste qu'on a, si on est un manager ou si on est dans en entreprise. Moi, ça ne choque pas. Si c'est un beau jean, parce qu'aujourd'hui, il y a de très jolis jeans avec une jolie coupe, moi, je conseillerais de porter un jean noir, par exemple. En fait, en entreprise, on a ce qu'on appelle le casual Friday. Donc, généralement, tout au long de la semaine, on peut s'habiller de manière stricte. Et le vendredi, ça va être la petite exception. On peut se permettre un petit jean. La veille du week-end. Voilà. Alors, on a une question dans l'autre sens qui dit « Mon supérieur m'a fait des remarques car je ne portais pas de tailleur au bureau. En a-t-il le droit ?» Alors, évidemment, on peut avoir des remarques. Moi, ce que je dis d'abord, c'est demander est-ce qu'il y a un code vestimentaire dès le départ pour être sûr qu'on ne freine pas les limites. S'il le dit, c'est parce que peut-être qu'il a vu qu'il y a une image qui est touchée de son entreprise et lui en parler. A-t-il le droit? Alors, le code vestimentaire, il y a une légalité aussi. Donc, si ça rentre dans la charte de l'entreprise, il en a le droit. Je pense qu'il y a même, pour certains cas, des primes de présentation. Donc, si vous avez primes de représentation, absolument. C'est de l'argent pour faire du shopping. Voilà. Aujourd'hui, mon travail, c'est que je suis appelée souvent dans des institutions, dans des entreprises pour ça, pour parler. Et on me donne le code vestimentaire et je le transmets. Avec une charte. Avec une charte et un je chèque. le transmets. Charte et chèque. Oui. Merci beaucoup, Mariam Fidalim Knessi. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Le sujet intéresse également, bien sûr, Douja Abdelkhayat, notre femme inspirante de la semaine, et Dr Youssouf Mouhi, mine de rien, finalement, psychiatre, psychothérapeute. On reste ensemble. Notre femme inspirante de cette semaine, c'est vous, Douja. On vous retrouve en détail juste après une courte pause. À tout de suite. Très bonne matinée à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant. Vous regardez 11 Dito sur Médien TV et place à la deuxième partie. Première partie, c'était avec vous, Mariam Fidalim Knessi, conseillère en images. Mesdames, comment avoir du style au travail. Et puis là, on enchaîne avec deux rubriques encore qui sont très importantes. Bien sûr, notre femme inspirante de la semaine, elle est là, c'est Douja Abdelkhayat. Et puis, ma santé, mon mieux-être, avec vous, Dr Youssouf Mouhi, nous allons parler des crises de panique. Alors, Douja Abdelkhayat, vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. On vous retrouve tout de suite.
Influenceuse et entrepreneur, Douja Belkhriat est notre femme inspirante. Elle est là avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, vous allez nous raconter votre histoire dans quelques instants. Vous étiez dans la finance, pardon. Vous avez tout laissé tomber pour passer à autre chose. Vous êtes blogueuse, influenceuse, mais vous êtes également femme d'affaires. Alors, votre quotidien en images tout de suite. Je suis Douja Belkhriat, influenceuse sur les réseaux sociaux et entrepreneur. J'ai été banquière pendant plus de 9 ans en finance de marché. J'ai lancé il y a 5 ans un compte Instagram destiné à la mode, beauté et lifestyle. Et par la même occasion, j'ai créé une petite entreprise de décoration de buffets thématiques. Il n'y a pas de journée type. De manière générale, je me lève le matin. Premier réflexe, je consulte mon téléphone portable pour vérifier mon compte Instagram, répondre aux messages, répondre aux différents emails. Ensuite, je prépare mes filles, direction l'école. Par la suite, ma journée est rythmée par mes différents rendez-vous. Je réponds à mes appels téléphoniques, à mes emails. Il peut y avoir des événements ou des déplacements aussi, des voyages. Donc fin de journée, moment familial. Et avant de dormir, dernier petit check sur mon téléphone. Ce que je fais aujourd'hui est né d'une passion. Donc j'ai créé mon compte Instagram il y a 5 ans comme un petit échappatoire de mon quotidien financier. J'ai réussi à créer une communauté très engagée, qui me suit, qui me motive au jour le jour. À travers le partage de mon quotidien, j'arrive à toucher et influencer positivement ma communauté. Ce sentiment me pousse à m'investir davantage dans d'autres sujets de société, autres que mode et beauté, qui pourraient intéresser la femme marocaine moderne. Ce métier me passionne, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais je sais que dans les prochaines années, ça peut aboutir à des projets dans le milieu de la mode, du conseil ou du lifestyle. Mon message s'adresse à la femme marocaine, lui dire qu'elle est multiple et capable de faire plusieurs choses à la fois. Elle est femme, mère, entrepreneur, autonome, indépendante et surtout qu'elle peut être fière de ce qu'elle est. Eh bien, merci beaucoup d'être là justement pour nous raconter. C'est motivant, Marie, absolument. C'est une influenceuse, hein, elle sait parler aux gens quand même. Ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, merci d'être là. Justement, on va commencer par le jargon. Blogueuse, influenceuse, ça veut dire quoi ? Je dirais, moi, je suis plutôt influenceuse. Une blogueuse tient un blog. Donc, un blog, c'est un site web sur Internet qu'une personne peut nourrir à travers des articles. Aujourd'hui, les gens s'intéressent plus à l'image, à la vidéo. Donc, on délaisse un peu plus le nom de blogueuse pour dire plutôt influenceuse. On influence les gens dans leur quotidien. Alors, justement, moi, je suis intriguée par ce monde. Comment on arrive à se positionner en influenceuse? Vous l'avez dit, vous avez commencé au départ par... C'est né d'une passion, exactement. C'est né d'une passion, voilà. C'était l'échappatoire de la finance. Je suis dans un milieu financier où je ne pouvais pas vraiment m'exprimer, que ce soit d'un point de vue vestimentaire ou autre. Donc j'avais créé ce compte Instagram-là pour vraiment m'échapper, donner plus de vie à mon amour pour la mode. C'est ça, mais au départ, c'était quoi? C'était j'ai envie de m'amuser? C'était juste partager mes looks, partager des bons plans. C'était vraiment orienté mode et beauté, partager un bon plan pour un rouge à lèvres ou autre. Mais ce n'était pas pensé, je vais influencer, je vais me positionner en influenceuse. Du tout, c'était vraiment pour l'amour du partage. Je voulais partager ces choses-là. Donc j'avais une petite communauté qui a pris de l'ampleur petit à petit. J'avais un compte fermé au départ. Après plusieurs années, donc j'ai commencé en 2013, après plusieurs années, ça a commencé à attirer certaines marques qui désiraient collaborer avec moi. Donc du coup, j'ai ouvert mon compte. Et voilà, et donc aujourd'hui, j'en fais un métier. Et en fait, justement, à votre avis, qu'est-ce qui attire les autres à vous suivre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui suivi? Écoutez, on est des personnes accessibles comme tout le monde. On a étudié, on a travaillé, on a des enfants, on est des personnes lambda. C'est-à-dire on n'est pas des célébrités, donc les gens peuvent s'identifier plus facilement à nous. Vous n'êtes plus des personnes lambda, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire, non, mais les gens peuvent nous suivre, s'identifier à nous, peuvent aller aux endroits où on va, peuvent porter ce qu'on porte. Pour elles, on est plutôt accessible. Et c'est ce qui pousse vraiment les gens à nous suivre et à... Voilà. Et à être avec nous sur le plateau aujourd'hui. Alors, vous avez quitté le monde de la finance. Oui. Pourquoi, justement? Écoutez, ça devenait assez pesant. J'avais des horaires très, très prenants, donc c'était très difficile à conjuguer, ma vie de famille. Je suis maman de 2 petites filles. J'ai lancé aussi une petite affaire il y a 3 ans. Donc, conjuguer le tout. J'y arrivais à un certain moment, mais d'un point de vue santé, c'était un peu difficile à gérer. Donc, j'ai dû faire des choix. À un moment, on se dit, si on peut vivre notre passion, ça n'a pas de prix. Donc, pourquoi pas se lancer et essayer d'entreprendre. Justement, le fait d'être devenu célèbre, en quelque sorte, à travers les réseaux sociaux, parce que vous l'êtes, c'est ça qui vous aide aussi dans vos affaires aujourd'hui. Est-ce qu'une influenceuse
es-tu en quelque sorte une femme d'affaires? Je dirais oui. Après, tout dépend de ce que l'influenceuse peut en faire. Moi, aujourd'hui, je suis suivie par une communauté qui me suit, qui me fait confiance, qui me motive. Donc, c'est une responsabilité aussi pour moi de pouvoir leur donner assez de contenu crédible pour pouvoir justement nourrir cette communauté-là. C'est-à-dire on a un public, on doit être présent tous les jours, donner un peu de notre quotidien, un peu de notre intimité et aussi partager des bons plans et des bonnes affaires. Voilà, mais justement, est-ce que ça devient aussi une autre façon d'être femme d'affaires? Parce que, bien sûr. Voilà, parce que en quelque sorte, vous vous mettez en scène, vous montrez des choses, vous représentez des marques, etc. Donc finalement, il y a du business, il y a des contrats, il y a une stratégie derrière. Exactement. Quand une marque nous contacte, elle nous fait confiance pour représenter son produit. Et après, à nous aussi de mettre en avant ce produit-là et d'en parler sur les réseaux sociaux, si on en est satisfait, bien sûr. Parce qu'on n'est pas là justement juste pour faire de la publicité et être payé pour ça. On teste le produit, on en parle à travers notre communauté. Alors, on va jusqu'où, justement? Parce que les influenceuses, surtout les femmes, vous le dites, elles se mettent en scène. Vous vous mettez en scène, vous mettez en scène votre vie de famille. Pas nécessairement, c'est pas vraiment une mise en scène. Moi, c'est vraiment né d'une passion. C'est-à-dire, je partage des moments de ma vie. C'est pas vraiment une mise en scène. C'est-à-dire, ça va vraiment être, je vais essayer d'être le plus authentique possible, le plus naturel. Ces personnes-là nous suivent justement pour avoir un peu de nous, pour avoir un peu de notre expertise, on va dire. Mais jusqu'où on va? Qu'est-ce qu'on... Vous avez par exemple partagé une fois une photo de vous en salle d'accouchement avec votre bébé qui venait de naître en disant écoutez, il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux, aux diktats de la mode, de la beauté sur les réseaux sociaux. On peut aussi être une femme comme ça en sueur dans un moment aussi fort avec son bébé dans les bras. Est-ce que c'est pesant parfois de devoir toujours être parfaite pour les autres? Écoutez, de nature, je suis coquette, donc j'aime bien faire ça. Mais je tenais justement à partager cette image-là parce qu'on est suivi par une communauté qui nous prenne en exemple. Donc je voulais vraiment insister là-dessus pour dire, il y a des personnes qui me disent « Ah, tu es tout le temps belle, tu es tout le temps bien coiffée ». Donc je voulais surtout mettre un point d'honneur sur ça pour dire « Oui, on se maquille, on se fait jolie, mais on n'est pas comme ça tous les jours. On a une responsabilité envers notre communauté. On n'est pas là pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc je tenais justement à dire que j'ai eu des accouchements naturels, sans péridurale, j'ai souffert, j'ai pris 25 kilos chacune de mes grossesses que j'ai réussi à perdre. Ça fait plaisir d'entendre ça. Que j'ai réussi à perdre. Elles sont normales, elle est normale. C'est-à-dire qu'on est là pour donner l'exemple. Donc j'essaye vraiment d'orienter, c'est-à-dire au-delà du monde de la beauté, de la mode, d'essayer de faire passer les bonnes valeurs. J'ai pris 25 kilos, je les ai perdus à travers mon allaitement, j'ai allaité chacune de mes filles une année. Donc je voudrais vraiment passer des messages forts. On n'est plus juste sur la forme, mais sur le fond. C'est-à-dire utiliser cette notoriété-là pour parler de choses importantes, influencer les femmes positivement. Et je reçois énormément de retours par rapport à ça, justement, de témoignages de femmes qui ont pu vaincre leur baby blues grâce à moi, grâce à ma positive attitude. Et c'est ce qui me motive. C'est ce qui vous nourrit et c'est ce qui fait que vous avez envie de continuer à partager la donnée. Complètement. Ça vous parle beaucoup? Je vous vois beaucoup. Très investie. Je suis tout à fait d'accord avec elle, mais vraiment en tout. Et ça, c'est super ce que tu fais. Je me permets de tutoyer. Parce qu'en fait, c'est être soi-même, tout simplement. Et moi, je vis ça aussi parce que dans l'étiquette et le protocole, on me voit dans les règles, mais je suis aussi une sportive. Et donc, moi, ça me fait plaisir de mettre une casquette dans la rue avec les espas et d'être en sueur. Et il y a des gens qui me suivent dans ça, ils me disent c'est super parce qu'on peut être comme ça et en même temps donc je leur dis tout simplement dans chaque circonstance, dans chaque moment et on est simple. On peut tout être à la fois, je suis d'accord, mais est-ce qu'on finalement sur les réseaux sociaux et notamment à travers Instagram, est-ce qu'on ne valorise pas plus ce qui est beauté que ce qui est nature? Justement, les gens nous suivent avant tout pour avoir des bons plans beauté ou autre, mais à nous justement d'utiliser ça pour faire passer subtilement des messages et ça atteint, et ça en fait je m'en suis rendu compte, comme vous m'aviez dit, est-ce que vous saviez que vous allez pouvoir influencer? Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de ces années. C'est les questions, absolument. Oui, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure pendant ces années quand j'ai reçu des témoignages, des personnes qui me disent tu me motives, je t'ai vu faire du sport, je suis allée faire du sport, en te voyant le matin bien maquillée, bien apprêtée, ça me donne vraiment cette envie de me lever, de me maquiller, de me faire jolie pour moi-même avant tout, pour mon mari, pour mes enfants. Donc c'est vraiment le fait, en fait,
Ça devient du coaching. Alors, justement, est-ce qu'elle vous prend des clients, docteur Mohamed? Pardon? Est-ce qu'elle vous prend des clients, Doja? Non, elle non, motive, elle inspire. Je les prépare. Non, c'est juste, il y a un mot qui n'a pas été Des cité. patients, plutôt. Non, c'est-à-dire, il est un modèle. Un modèle qui est accessible, parce que généralement, le problème, c'est l'accessibilité du modèle. Et c'est juste ce modèle-là, et il nous appartient, il est de notre culture, ce n'est pas suivre machin qui est ailleurs, etc. Et surtout, quand on entend parler... Elle est nationale. Voilà, absolument. Produit du terroir. Produit du terroir, exactement. Accessible, c'est-à-dire une vraie beauté marocaine. Voilà, le produit du terroir. Voilà. Et donc, quand on la voit dans le parcours, il y a beaucoup de femmes qui se disent, je n'ai pas le temps de faire ceci, cela. Et on se dit, mais comment il peut faire ceci, cela? Et c'est là le modèle. La foi. Exactement. Alors, Doja, on a des questions pour vous. Première question, c'est impressionnant comment vous gérez votre quotidien. C'est quoi votre secret? L'organisation. Je suis une personne de nature très, très organisée, peut-être un peu maniaque. Donc, chaque chose en son temps. Mais avant tout, le plus important, c'est ce que je donne comme conseil aux femmes, c'est de s'occuper de soi-même. Une fois qu'on se nourrit, qu'on s'occupe de soi-même, on rayonne naturellement. On peut s'occuper de notre foyer, de notre famille, des gens autour de nous. S'accorder du temps pour soi. On reflète, en fait. Pardon, ça se reflète. Cette phrase-là, on devrait l'inscrire parce qu'il y a beaucoup de problèmes chez les femmes. C'est parce qu'ils pensent qu'il faut d'abord s'occuper des autres et soi-même. Je vous promets qu'on reprogrammera un sujet là-dessus et vous serez avec nous, docteur Mouhi, pour en parler. C'est promis. Femmes, occupez-vous, prenez soin de vous. Parce que les femmes, elles confondent le devoir et le sacrifice. C'est ça. Promis, promis. Vous revenez. C'est promis? Inch'Allah. Parfait. Alors, autre question pour vous, Doja Belkhiat. Comment vos enfants vivent-ils votre popularité? Écoutez, jusque-là, très très bien. Elles en sont fières. J'ai eu la chance justement d'avoir. Aussi. Oui. Elles sont mimi comme tout. C'est gentil. Écoutez, j'ai eu la chance justement d'avoir un mari qui a été très très compréhensif. Ma famille aussi, mes parents. Donc ils m'ont vraiment encouragée et soutenue jusqu'au bout. Mes enfants les premières, enfin mes filles les premières. Elles sont toujours là à m'encourager c'est vrai que les hommes, en général, aussi sont discrets. Hein. De nature, les hommes sont plus... D'ailleurs, on voit très peu d'influenceurs. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a, mais les femmes sont beaucoup plus dans cette dynamique-là. Et votre mari, parfois, pose avec vous sur les photos. Écoutez, il est très, très discret. Il n'aime pas trop ça. Donc, des fois, je l'oblige juste pour montrer que j'ai un mari, que j'ai une vie de famille, parce que les gens me suivent aussi, justement aussi par rapport à ça, par rapport à mon modèle de famille. Ils nous prennent en exemple. Donc, ils se disent qu'on peut avoir des enfants, être femme coquette et avoir une vie de famille moderne, si vous voulez. Donc, j'essaie de l'impliquer de temps en temps. C'est ça. Et il se prête au jeu aussi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre femme inspirante de la semaine. Merci de m'avoir invitée, j'en suis honorée. On continuera à vous suivre sur les réseaux sociaux. Super. Ça fait toujours plaisir de se dire, ouais, c'est vrai, elle est coquette, elle est belle, elle est jolie. C'est gentil. Mariam Filali Mknessi, c'est super. Hein? C'est super. En tout cas, ça vous donne des idées? Vous avez la force et le souffle pour devenir influenceuse? Moi, c'est du travail. C'est du boulot, c'est du travail. Moi, c'est autre chose. Je suis dans un autre domaine et ça me plaît. Je ne vous pose pas la question à vous, docteur Mohamed. Pourquoi? Vous voulez devenir influenceur? Oui. Il y a beaucoup de médecins parce qu'on fait, on influence les gens. C'est ça. Mais vous partagez rarement sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas très dynamique. Je ne parle pas de vous en particulier, mais les psychiatres en général, les médecins en général, à part les médecins esthétiques. Oui, bon. C'est ça, à part les médecins esthétiques. Bref, ça c'est un autre sujet. Entre nous. Justement, on vous retrouve pour parler de ce sujet. Nous allons faire le point avec vous sur la crise de panique. Ma santé, mon mieux-être. Alors justement, toujours sur le plateau avec vous, plateau d'On se dit tout aujourd'hui. On a parlé de style, on a parlé avec Doja Belkhiat de son rôle et sa place d'influenceuse. C'est notre femme inspirante de cette semaine. Et on vous retrouve tout de suite. Docteur Mouhi Youssef, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Avec vous, le point sur la crise de panique. Vous me l'avez dit, vous nous l'avez dit en plateau également. C'est le motif numéro 1 de consultation. Et c'est justement le motif numéro 1 d'errance médicale en psychiatrie. Vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants, juste avant. Une explication théorique de la crise de panique. Alors, une crise de panique, aussi connue comme trouble panique, est une crise d'anxiété
trop intense, trop élevé, en peu de temps. Et on imagine que l'intensité, elle est tellement élevée, voilà, qu'il atteint son maximal. Et ça génère en fait beaucoup d'inconfort dans la personne qui subit en fait la crise. Une crise de panique se manifeste de différentes façons. Physiquement, les gens vont avoir le sentiment d'avoir des bouffées de chaleur ou des frissons, avoir des tachycardies, le cœur qui bat de plus en plus vite, parfois des vertiges. On peur en fait de perdre les contrôles. Dans les manifestations psychologiques, on a ce sentiment de dépersonnalisation et de déréalisation. C'est-à-dire que la personne qui est en train de vivre la crise de panique à ce moment-là a le sentiment qu'il a perdu complètement pied, qu'est-ce qu'il est en train de l'arriver, n'arrive pas à elle, mais arrive à quelqu'un d'autre, comme si on se voyait dans un film. Et autrement, il y a des troubles psychomoteurs, des inhibitions, des perturbations, et bien souvent les gens ont tendance soit à rester inertes, ou parfois ils vont chercher à échapper, c'est tout le contraire. Les causes peuvent être diverses. Bien souvent, en une situation de stress ou de grande détresse, que ce soit psychologique ou physique. Alors justement, docteur Youssef Mouhi, pourquoi c'est tellement compliqué? Pourquoi on n'arrive pas à se rendre compte qu'on fait une crise de panique? Parce que des fois, la première fois la personne fait une crise de panique, il ne sait pas que c'est une crise de panique. Pourquoi justement? Parce que c'est une bouffée d'angoisse extraordinaire. Et la bouffée d'angoisse extraordinaire, parce qu'on a l'être humain a une façon de réagir par rapport au danger. Le danger, quand il le voit, les personnes, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ils avaient peur des grands espaces où il peut être attaqué. Et il a peur des espaces restreints où il peut être capturé. Et donc, on a toujours ce système d'alerte qui fonctionne en nous. Donc, quand il y a un danger, il y a un bouleversement dans notre corps. C'est-à-dire même Mais alors, quand vous parlez de danger, c'est quoi? Aujourd'hui, en 2018, les crises de panique, elles sont dues à quoi? Ah non, le problème, c'est que ce n'est pas un danger perceptible. C'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. La crise de panique, que généralement, nous, en jargon médical, on appelle l'attaque de panique, et quand ça devient fréquent, ça s'appelle le trouble de panique, comme ça a été dit dans le reportage. C'est une montée d'angoisse intense qui se fait de façon brutale ou bien rapidement progressive pour atteindre une acmé en 10 minutes et l'effet de 4 symptômes. Les symptômes physiques, c'est-à-dire au niveau du cœur, des palpitations, au niveau un gène respiratoire, et puis il y a des syndromes neurovégétatifs, des sueurs et généralement des bouffées de chaleur, comme ça a été dit, et des froideurs. Quand on a peur, la circulation de sang, il change. Le sang monte dans l'organisme. Mais c'est clair, alors pourquoi ça n'envoie pas la personne vers le psychiatre? Ah non, parce que quand votre cœur bat 120, 130, vous pensez que vous allez faire un infarctus de myocarde, vous allez voir le cardio. Et quand vous avez un gène respiratoire, vous dites, je n'arrive pas à respirer, je vais étouffer, ouvrez la fenêtre, je dois sortir tout de suite de cette chambre parce que je vais étouffer, vous allez voir le pneumologue. Quand vous avez... Mais le pneumo, le cardio, ils diagnostiquent quoi? Le problème, c'est que ce sont des patients qui vont être des grands consommateurs de soins et d'examens paracliniques. Parce que c'est vrai, quand on fait la première fois une attaque de panique, on doit voir un médecin pour faire un bilan. Mais une fois le bilan est normal, il faut penser à orienter. Or, parfois, il y a de l'acharnement. Peut-être, je n'ai pas fait de scanner, je n'ai pas fait l'écho-doppler, je n'ai pas fait ceci. Et on commence à surenchérir sur les examens complémentaires et toute une série de batteries de consommation de médicaments. Le problème, c'est que dans ces symptômes somatiques, physiques qu'on a, sont associés à un sentiment de mort imminente. C'est la fin. Mais alors, justement, très bien. Crise de panique, vous l'avez dit, tachycardie, gène respiratoire, etc. La personne se dirige soit vers l'ORL, le pneumo, soit vers... Généralement, ça vient la nuit, elle va se diriger aux urgences. OK, mais très bien. Mais lorsqu'elle raconte aussi qu'en même temps, parallèle, il y a cette peur de la mort imminente... Ils ne le disent pas. C'est ça le problème. Et pourquoi? Parce qu'il y a une honte à dire « j'ai peur de mourir » dans notre croyance. Parce que pour nous, la mort, elle est inéluctable. C'est ça. Mais en fin de compte, les gens font une distinction entre la croyance qu'il y a une fin, mais en fin de compte, personne ne veut mourir tout de suite.
Les gens veulent que ces enfants grandissent, je veux qu'ils se marient, je vais terminer mon projet, etc., etc. Donc il y a cette peur instinctive. Moi, je donne toujours cette métaphore. La mort et la folie, parce que les gens ont peur de commettre un acte qu'ils ne contrôlent pas ou de devenir fou. Et donc la mort et la folie, ce sont deux angoisses primitives qui existent chez l'homme. Ils sont un peu cachés derrière son dos. Mais une fois qu'il fait cette crise, ces deux peurs devient en face de lui. Absolument. Et donc, il va l'empêcher d'avancer. Le problème, c'est que la crise va se terminer tôt ou tard, moins de 2 heures. Ça va laisser une fatigue intense et un soulagement parce que la crise. Mais le problème, qu'est-ce qui se passe? Elle revient? Non, c'est l'attente d'une autre crise. Et la personne se dit, celle-là, elle est terminée. D'ailleurs, même il y a les expressions des patients, c'est une fausse alerte. Peut-être que l'autre va être. Et donc, c'est cette attente pénible qui va faire que la personne va souffrir. Et qu'est-ce qu'il va faire, cette personne? Il va s'organiser, sa vie sociale va s'organiser pour qu'il n'y ait pas une crise. Donc, ne pas se trouver dans un endroit où il ne peut pas avoir du secours, avoir son téléphone portable, avoir sa bouteille d'eau, il doit être à côté des urgences, il ne doit pas aller à un endroit où il n'y a pas de réseau téléphonique, etc. Alors, il y a aussi peut-être un souci, c'est par rapport à la réaction de l'entourage suite à cette crise de panique, attaque de panique. Souvent, c'est « mais pourquoi tu vas paniquer? Mais pourquoi tu vas te sentir mal? Tu as tout pour réussir. » On le dit pour tout le monde, pour la dépression, pour l'anxiété. C'est ça. Mais pourquoi je soulève ce point en particulier? Et je l'ai dit en présentant l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, des personnalités du monde entier, surtout beaucoup de stars, vont au devant de la scène pour sensibiliser par rapport à des soucis de santé. Il y a un grand mannequin international brésilien qui a parlé dernièrement de ses problèmes d'attaque de panique. Elle est belle, elle est magnifique, elle a des enfants, elle est mariée, c'est une star, elle est milliardaire, elle a tout ce qu'il faut en apparence pour ne pas faire de crise de panique. Et pourtant, elle en souffre. Et c'est important pour elle d'en parler. Il faut que les gens savent que l'attaque de panique, le trouble de panique, il a des facteurs prédisposants. Il y a une part de l'hérédité. Généralement, il y a des parts de l'environnement. La part de l'hérédité, c'est avoir, par exemple, des parents surprotecteurs. Et généralement, il y a un modèle dans les parents qui est aussi anxieux. Il y a des facteurs précipitants qui précipitent, c'est le stress intense, c'est le mode de vie, l'environnement, etc. Et puis, il y a des facteurs qui entretiennent, c'est toujours cette peur d'avoir quelque chose. Non, je suis allé chez le médecin, peut-être qu'il ne m'a pas bien examiné, peut-être pourquoi il ne m'a pas demandé, il se peut que j'ai quelque chose. D'autant plus qu'on entend, on est très perceptible au modèle et aux informations qu'on attend. On m'a dit qu'il y a un jeune homme qui a 40 ans, qui n'avait rien, et puis qui a fait une crise cardiaque et il est mort. Et donc, les gens sont toujours préoccupés par ce qu'il arrive. Enfin, l'attaque de panique ou le trouble de panique, c'est la peur d'avoir peur. Ce n'est pas ce qu'il a qui lui fait peur, c'est ce qu'il risque d'avoir. Absolument. Douja Belkhiat, justement, en tant qu'influenceuse et personnalité, vous dites on accompagne les gens, on les influence. C'est important aussi pour vous, en tant que personne connue, de rapporter, bon, on ne vous le souhaite pas, bien sûr, mais d'influencer sur des sujets comme ça, qui concernent la santé. Bien sûr, c'est très important. Les gens nous suivent pour un tout, pour ce qu'on appelle un lifestyle. Donc, ça inclut tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui peut toucher à la société. Donc, il est très important, justement, d'en parler. De s'impliquer dans ça. Surtout des choses taboues comme ça, où les gens n'osent pas s'exprimer. Donc, lorsqu'ils voient quelqu'un, une personnalité publique ou autre, s'exprimer, ça les pousse davantage à peut-être en parler et à consulter. Alors, Gisèle Bündchen pour les crises de panique, Michael Phelps dernièrement pour la dépression chronique. Pourtant, c'est un nageur et on dit normalement... Le trouble bipolaire, quatrième état de genre, etc. C'est des gens connus qui ont des troubles mentaux. Mariam Filali, un petit mot là-dessus? C'est vraiment un sujet à développer encore plus pour sensibiliser les gens, parce que de plus en plus, effectivement, on ne connaît pas les crises de panique, on a l'impression que c'est passager, etc. Donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent, docteur? Oui. Beaucoup. Alors, avant de commencer l'émission, vous avez dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se font traiter pour un asthme sans être asthmatiques, mais en fait, en réalité, elles font des crises de panique. Il y a des fois, il peut y avoir un asthme qui entre, parce que l'asthme, c'est quoi? C'est être privé de l'oxygène. Pour certaines personnes sensibles, vulnérable, il va avoir une attaque de peur que si... Je vous donne un exemple très simple. Généralement, la plupart des gens qui ont un asthme, ils ont leur nébulisateur dans la poche.
Une fois il fait ça, il ne le trouve pas. Il y en a qui font une attaque de panique. Ici, la crise arrivée alors que je n'ai pas ça. Vous voyez, il y a un qui entretient l'autre. C'est ce que je appelais les facteurs d'entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pour éviter cette errance médicale et pour qu'il y ait plus de sensibilité face à ces crises de panique? Il faut d'abord sensibiliser nos confrères, les médecins, c'est-à-dire une fois que le bilan, parce qu'il faut faire un bilan quand même. On ne peut pas dire qu'au début c'est psychique. Il faut faire un bilan, une consultation cardiaque, etc. Mais quand il n'y a rien à signaler, il faut l'orienter soit un psychiatre, soit un psychologue, parce qu'il y a deux volets thérapeutiques. Il faut que les gens sachent qu'il y a deux volets thérapeutiques. Le médicament et la psychothérapie. Il y a des attaques de panique qui peuvent être prises en charge uniquement en psychothérapie de type de thérapie cognitivo-comportementale. Et il y en a qui vont nécessiter et un traitement médicamenteux et la thérapie. Les études ont montré que la combinaison des deux en montre. Juste une petite phrase. Beaucoup de gens, quand ils font de l'errance, même chez les psychiatres, je leur pose la question, qu'est-ce que vous attendez? Il faut que la crise ne vienne plus. Ça ne marche pas comme ça. Et pour les adolescents, parce qu'on ne peut pas la contrôler, la crise. C'est comment vous allez faire quand il sera là. Il faut la gérer. C'est ce qu'on appelle la reconstitution cognitive. C'est-à-dire quand il a ces symptômes, lui, il pense que c'est un danger de mort. Or, ces symptômes sont plus gênants que dangereux. C'est ce changement de paradigme qu'il faut qu'il adopte. Madame, vous avez une question? Pour les adolescents, est-ce que ça... Oui, généralement, les adolescents Parce que moi, j'entends des fois ma fille, ils me disent « Maman, elle a eu une crise d'angoisse terrible aujourd'hui. » Alors, c'est juste les terminologies qui peuvent changer. Tout à l'heure, Madame Douja a parlé « je suis un peu maniaque ». Le terme maniaque ne correspond pas dans notre langage. À la définition médicale. Il est plutôt obsessionnel. D'accord. OK. Alors, pas obsessionnel. Obsessionnel, c'est la manie de l'ordre et du rangement. C'est ça. Alors, donc il y a des termes comme ça qui sont dits par la société qui ne sont pas les vrais termes médicaux. Nous avons une question de téléspectateurs. Alors, je souffre de crise de panique, mais mon entourage pense que je le fais exprès. Exactement. Comment leur expliquer? Exactement. C'est ça le problème. Reda, il y a beaucoup d'écrits qui ont été faits, que ce soit sur le trouble anxieux, le trouble dépressif, sur l'entourage. Il y a un terme qui le dit, il faut qu'on me ressente. Parce qu'on ne lui reconnaît pas la souffrance. Ça, c'est très important. Ne pas reconnaître. Dans la maladie mentale Exactement, de façon générale. Il faut aussi... Pourquoi? Parce que le gars qui fait des troubles paniques, il va développer ce qu'on appelle une anxiété anticipatoire et donc il va chercher tout ce qu'on appelle le safety behavior, des comportements de sécurité. C'est-à-dire il va toujours faire en sorte que quelqu'un soit avec lui. Et donc c'est handicapant pour l'autre. Mais parfois culpabilisant. Si votre mère ne partez pas, ne me laissez pas seule, etc. Il y a des familles qui vivent comme ça. Et donc pour eux, il n'a rien. De toutes les façons, le médecin, quand il a examiné, il m'a dit qu'il n'a rien. Ben, si, il n'a rien, il n'a pas d'artère bouchée, mais il a un trouble panique. Et ces troubles paniques... C'est une maladie, docteur? Exactement. Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous. En détail. Merci. Nouveau look. Super. Merci beaucoup. Madame Filali Meknessi, conseillère en images, donc vous approuvez. Merci. Scientifiquement, vous l'approuvez. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, hors antenne. Douja Belkhiat, influenceuse, femme d'affaires, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Notre femme inspirante de cette semaine, Dr Mohaï Youssef, d'avoir pris de votre temps pour sensibiliser nos téléspectateurs à cette problématique de crise de panique. Vous l'avez dit, vous allez revenir pour l'autre sujet. Mesdames, prenez soin de vous. Ce n'est pas une petite phrase qui ne veut rien dire. Au contraire, elle est au cœur d'une problématique. Ça doit être de santé et de société. De santé. Absolument. Eh bien, on va prendre soin de ces dames. C'est le devoir d'Onzito. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Très heureuse d'avoir été avec nous. Un grand merci d'avoir été avec vous. Et un grand merci à toute l'équipe partout, à Tanger, Casablanca et à Rabat. À très vite.